Bonjour à tous, bienvenue dans ce stream où nous allons aborder au moins 3 choses, 3 événements, en commençant par un ordre chronologique et se finir sur ce climax incroyable de cette semaine, François Bayrou, Premier ministre. Alors on va commencer dans l'ordre, si vous voulez bien, on va commencer dans l'ordre, en reprenant le planning depuis le début de la chute de Michel Barnier, que vous aurez oublié dans moins d'un an, je suppose. Après tout, beaucoup de gens ont déjà oublié que Jean Castex et Elisabeth Borne ont été Premier ministre, c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Alors, on a quand même eu une semaine étrange. Une semaine étrange puisque Michel Barnier, motion de censure, Michel Barnier dégage, Premier ministre... premier ministre à tomber depuis 62 ans. Autant vous dire que c'était incongru. Alors Emmanuel Macron, a priori, s'y attendait malgré tout. C'était pas faute d'avoir pris le risque, et de dire que ce risque était peut-être pas à prendre. Bref, il s'y attendait, et donc on sait qu'il avait plutôt Sébastien Lecornu dans le viseur. Et que il promettait alors, à l'époque, de nommer dans les 24 heures un Premier ministre. Il a demandé, il a exigé, il a pris la parole à 20h le lendemain, moins de 24 heures après la chute de Michel Barnier, puisqu'il a chuté vers... à peu près 24 heures après en réalité. Puisque Michel Barnier a chuté vers 20h40, voilà, 20h20, 20h40, entre 20h20 et 20h40, pour nous faire un brillant discours qui allait augurer de la suite, puisqu'il était pressé et qu'il avait visiblement fait tout le travail en amont. Il avait même fait rencontrer Lecornu et Le Pen pour s'assurer que tout allait rouler. Et puis, alors, son discours, on n'a rien appris. On n'a absolument rien appris du tout, à part le fait que Notre-Dame allait rouvrir, ce que moi, je ne considère pas comme étant l'information du siècle qui nécessite une prise de parole officielle du chef de l'État à 20h de manière solennelle. Je ne comprends pas. Et on a dû attendre un éclairage, celui de Aurore Berger, quelques dizaines de minutes après ce discours, pour en gros comprendre que Emmanuel Macron ouvrait une nouvelle séquence des 30 mois, une séquence durant laquelle il n'allait pas redissoudre. Et ça, c'est la seule information qu'on pouvait avoir, non pas du discours, mais du post-discours. Et donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà se dire que, sans dissolution d'ici 2027, eh bien, toutes les séquences qui vont se succéder jusque-là sont des séquences plutôt inutiles politiquement, plutôt du rebelote, on refait la même chose avec à peu près les mêmes et on ne s'en sort pas, histoire de bien garder le statu quo. Mais bon, quitte à garder le statu quo et quitte à reprendre la même séquence en boucle, est-ce qu'on ne referait pas exactement ce qu'on a essayé de faire il y a 3 mois, sans succès, en se donnant une petite semaine pour le faire? Donc là, on a eu Macron, qui a décalé à plusieurs reprises la nomination, sa décision de Premier ministre, puisqu'il a voulu, il a appelé au gouvernement national, il a voulu faire répéter le NFP qui était bien parti pour péter tout seul en plus, donc il suffit juste peut-être le pousser un peu dans les escaliers pour que ça se casse, sans avoir beaucoup besoin de se forcer, et notamment en invitant les socialistes peut-être à venir gouverner. Et alors, une fois n'est pas coutume, on est maintenant habitué depuis la NUPES, tous les militants sont tombés dans le panneau, notamment les militants de gauche, qui est absolument désespérant de voir que les militants de gauche continuent de tomber en permanence dans des pièges vraiment assez grossiers. Suffisait quand même juste d'écouter le discours de Valo, qui était quand même pas un discours d'ouverture lors de la motion de censure, c'était la veille, il avait été clair, Barnier avait même été choqué, rappelons que Barnier s'était indigné du fait qu'il avait invité Monsieur Faure et Monsieur Valo à discuter et que ceux-ci étaient venus avec la ferme intention de négocier sur la base du programme du NFP, ce que Michel Barnier a trouvé insupportable. Donc là-dessus, on a Europe Écologie Les Verts, le PCF et le PS qui y vont. C'était mardi, à l'Elysée. LFI dit non, nous on n'y va pas, ça sert à rien de discuter avec les macronistes, c'est leur donner trop d'intérêt. Et on a LFI qui acte pour certains, notamment la fin du NFP. J'y reviendrai après. On a Mélenchon qui s'en prend violemment à fort dans El País, le journal espagnol, dans La Repubblica, le journal italien. Donc on se dit, oulala. Donc le gouvernement d'union nationale, ça y est, on y est, les Français en ont marre. LFI va se retrouver bypassé, on va avoir un gouvernement qui va aller du PCF, les traîtres, jusqu'à LR. Bon, évidemment que non, ça n'a jamais été le projet. Quoi qu'ait été la communication de qui que ce soit en la matière, et en l'occurrence la communication des journalistes et de LFI est allée plus ou moins dans le même sens de ce côté-là. C'est en gros, ça y est, enfin, et Glucksmann,
le PS a décidé d'en finir avec la France Insoumise. Le fait est que non. Le fait est que non. Il faut savoir que du coup, quand même, en gros, le NFP hors LFI qui a été discuté avec Macron a été lui dire nous on veut un Premier ministre du NFP parce qu'on a gagné, on veut négocier texte par texte mais sur la base de notre gouvernement avec notre Premier ministre. Nous on s'engage à rien faire passer au 49.3, mais de toute façon c'est dans l'hypothèse où c'est notre gouvernement de toute façon et donc on négocie texte par texte. Évidemment qu'Emmanuel Macron n'allait pas accepter. Évidemment. La rhétorique de la France Insoumise, c'est de dire qu'en gros, c'est donner du sursis aux macronistes, donc il faut surtout pas le faire, c'est leur donner une forme de légitimité. Donc il ne faut aucun accord sur rien. Comme Clémence Guettet l'a dit, nous on a été élus sur la base d'un programme, donc oui, c'est le programme qu'on cherche à appliquer, point. Donc on arrête de dire qu'on va négocier de quoi, on négocie rien. Donc Mélenchon a même menacé fort sur Twitter de continuer le NFP sans lui, enfin sans eux, sans le PS. Il a dénoncé la méthode brutale du PS, parce que Faure aurait voulu, selon Mélenchon, s'imposer comme Premier ministre alors que le PS n'a fait que 1,67% des voix, sous-entendu lui 22, c'est à lui de devenir Premier ministre. Moi c'est comme ça que je comprends le sous-entendu, et que ce ne sont pas des méthodes. Il a ajouté que le PS était une, je cite, sorte de petite 4ème république installée avec son camping au milieu de la 5ème. Donc ça c'est ce qu'il dit dans les journaux étrangers sur Olivier Faure. Nous ne soutiendrons aucun autre gouvernement que celui du NFP, a réaffirmé donc Jean-Luc Mélenchon dans ces mêmes journaux, ce que Faure garantissait lui-même au passage, comme Jouvet et Valo que j'ai entendu aussi cette semaine. Là-dessus, il y avait, moi je trouve, pas vraiment d'ambiguïté dans leur prise de parole. Sauf à un moment, et je vais y venir juste après. La presse, donc du coup, a évidemment allègrement alimenté la rhétorique de la désunion du NFP, les militants sont allés à pieds joints dedans, et Faure en disant qu'il était prêt à toutes les concessions pour discuter, notamment l'histoire de faire un moratoire sur les retraites, etc., il a absolument pas aidé du tout. Donc Olivier Faure, mercredi sur BFM, nous a dit cette phrase qui a allumé l'étincelle pour beaucoup de gens. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Ce à quoi Éric Coquerel a répondu, c'est sidérant, nous n'avons pas été élus pour aider Emmanuel Macron à remonter sur son cheval. En faisant ça, le PS s'écarte du NFP. Donc encore une fois, là, Éric Coquerel nous dit le PS s'en va du NFP. Il faut en finir avec ces 7 ans de macronisme en retournant dans les urnes. Sous-entendu, la seule issue possible, c'est Emmanuel Macron, démission, destitution. Entre-temps, on a eu d'ailleurs l'annonce de la candidature unilatérale de Boyard à la municipale partielle le municipal anticipé de Villeneuve-Saint-Georges. Il a fait 61% des voix là-bas, donc aux législatives, donc il devrait gagner sans difficulté. Mais du coup, ça se fait sans aucun accord NFP, et ça se fait d'ailleurs en concurrence avec une liste locale de gauche. Alors bon, en réalité, évidemment, comme Wauquiez qui demande pour LR la même chose, c'est-à-dire nous on veut discuter, on censure personne, par contre pas de ministre de gauche s'il vous plaît dans votre prochain gouvernement, ce que la gauche demande. Par exemple la gauche disait pas Retailleau dans le prochain gouvernement. Du coup voilà, bref, Europe Écologie Verts, PCF et PS sont allés discuter avec Macron mardi pour faire ce que moi j'avais annoncé qu'ils feraient, et ce qu'ils ont fait, c'était gros comme une cabane, y aller pour dire en sortant: rien n'a changé, Macron ne veut rien entendre, il veut faire aucun compromis sur rien, aucune concession sur rien. Nous, on est gentils, on écoute, on a envie de faire avancer le pays, mais au bout d'un moment, c'est lui qui bloque tout. Nous, on y met du nôtre, et en face, on a vraiment un fou. Évidemment, c'était la stratégie depuis le début. Encore une fois, c'est une séquence où tout le monde pense jouer le meilleur rôle qu'il a, donc où rien ne bouge, rien ne change. Donc rien n'a changé en 3 mois, c'était déjà le cas il y a 3 mois. Et donc du coup, pendant ce temps-là, la France Insoumise nous rappelle qu'ils n'y sont pas allés, qu'ils ne comptaient de toute façon pas y aller, qu'ils se font sortir du Front Républicain, ce qui est parfaitement injuste, et c'est vrai, c'est tout à fait injuste. Et c'est vrai que Macron les en fait sortir. Mais ils spamment du coup en boucle Macron destitution, sachant que il n'y aura pas Macron destitution, parce que personne ne veut les suivre sur le coup de la destitution. Ça, on en parlera aussi juste après. C'est ce que Mélenchon a des chances si jamais il y a une destitution. Sachant que personne du NFP n'était d'accord pour ce truc. Et donc voilà, on était bloqué dans cette séquence de LFI qui nous disait le PS est sorti du NFP, le PS qui disait LFI c'est vraiment des boulets dans le NFP, on n'en peut plus, ils sont vraiment trop chiants. Et puis là, il y a, contre toute attente, Manuel Bompard, jeudi soir sur BFM, qui change complètement qui pour moi change complètement de ligne stratégique. Manuel Bompard, qui était plutôt bon d'ailleurs ce soir-là, nous dit attendez, nous on n'est pas du tout le parti de aucun compromis. Nous, la France Insoumise, on est le parti du compromis. Parce que, alors il dit, moi j'appelle Olivier Faure à rentrer dans le rang, Olivier Faure s'est perdu, il est délirant, il dit n'importe quoi, mais je suis content qu'il se soit ravisé, alors qu'en fait Olivier Faure n'a pas changé de position depuis le début, ou assez peu, a priori, le PS n'a pas vraiment changé entre lundi dernier et là. Et Bompard rentre dans tout un scénario où il nous dit, nous on a fait les concessions
depuis le début, on a discuté, le loi du budget qu'on a faite, on l'a faite sur la base de la copie de Barnier, c'est bien qu'on a joué le jeu, on était présent à l'Assemblée, on a fait passer tous les amendements, on a été au vote, on était très présents, on était vraiment les bons élèves, donc qu'on vienne pas nous dire, nous LFI, qu'on joue pas le jeu, nous on est à fond, on joue le jeu à fond, sous-entendu, nous on est très respectables et nous on est très démocrates. Et donc il y a une espèce de gros revirement de stratégie de LFI qui peut-être comprend à ce moment-là que la stratégie de on va discuter avec Macron et en fait c'est Macron le fou, bah elle marche mieux que juste dire nous on refuse de parler avec qui que ce soit avant même que la personne ait parlé. Peut-être, hein, peut-être que voilà. Et donc on a Bompard, ouais, je vous dis jeudi, donc jeudi c'était hier, hein, pas jeudi, mercredi soir, je me suis trompé, c'est mercredi soir qui se dédie en fait. Pour moi, hein, de ma perspective, j'ai l'impression qu'il se dédie. Donc bref, on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve dans une situation où de toute façon Emmanuel Macron, lui, n'a pas pu en tirer grand-chose de ses entretiens. Finalement, le NFP n'a malgré tout pas pété. Macron, qu'est-ce qu'il en tire de cette journée? Pas grand-chose. En gros, il a dit, bon ben, je me suis rendu compte que il n'y a pas le gouvernement d'union nationale, ça a pas pris. Sans déconner, ça avait déjà pas pris pendant le vote de la motion, tout le monde en parlait déjà, et ça dénonçait les supercheries, ça disait en gros tout le monde doit prendre ses responsabilités et travailler ensemble, mais sous-entendu, et ça a été réaffirmé à plusieurs reprises, avec un Premier ministre du nouveau Front Populaire. Donc on va en reparler après en termes de stratégie, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Donc Macron en gros n'en a pas tiré grand-chose, il a dit oui bon bah d'accord, bon ce qui est important c'est qu'il faut qu'on arrête de dépendre du RN. Donc François Bayrou. Voilà, François Bayrou a été nommé Premier ministre, encore une fois on va y revenir tout après, je vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. Ce qu'on peut dire, c'est que François Bayrou est suggéré comme étant un proche du Parti Socialiste. Moi ça me surprend ça. Ce qui motive ça, et j'ai encore entendu un sénateur LR en parler, ce qui motive cette information, c'est que François Bayrou avait appelé à voter Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012 au second tour, face à Nicolas Sarkozy. Oui, mais d'accord, François Bayrou déteste Nicolas Sarkozy, mais François Bayrou est un homme plutôt de droite, il a participé à des gouvernements de droite, et il n'a jamais penché à gauche, au bout d'un moment. Sur la foi d'un appel à un vote il y a 17 ans, on peut pas vraiment imaginer quelque soutien que ce soit. Ça me paraît délirant. Bon, du coup, la France Insoumise appelle à censurer directement pour continuer la stratégie de Macron c'est sans nous, Macron doit tomber, c'est son problème, blablabla. Là, j'ai même lu, je sais plus quel député LFI disait seulement, c'est pas Coquerel ou Bompard qui disait, c'est le premier et le dernier soutien du macronisme. Si François Bayrou tombe, Macron tombe avec lui. Je suis pas convaincu, mais bon, bref. Donc LFI appelle à censurer direct, et le PCF, Europe Écologie Les Verts, et le PS, non. Ils appellent à ne pas censurer a priori. Et alors là, c'est reparti pour un tour. Moi, je l'ai vu sur Twitter aujourd'hui, on me l'a dit, bah tiens, regarde tes copains. Bon, sous-entendu, mes copains, le PS, on me rappelle, hein. Pas tellement, mais bon. Ils jouent le jeu du RN, parce que le RN, Jordan Bardella a appelé à ne pas censurer tout de suite. Ils veulent aller discuter avec François Bayrou, c'est traître. Et alors, boum, ça fait même pas une semaine, et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Alors du coup, j'ai allumé BFM, j'ai écouté Jouvet, j'ai écouté Tondelier. Bon, c'est pas du tout ça qui est dit. Il y a quand même plusieurs conditions qui ont été posées. Non-utilisation du 49.3. Et Jouvet, il a même dit abrogation de la réforme des retraites tout à l'heure. Et puis Tondelier, elle a rajouté mais si jamais de toute façon il y a Bruno Retailleau, parce que c'est la première personne que François Bayrou a rencontré, eh ben ce sera censure quand même. Donc je suis en mode bon, pour des gens qui veulent pas censurer, ils ont l'air quand même dans les starting blocks pour bien le faire chier François Bayrou et pour ne surtout pas collaborer. Et ils ont répondu, alors j'ai entendu Jouvet et j'ai entendu Valo répéter cette chose en boucle de « nous sommes dans l'opposition, nous ne ferons jamais partie de ce gouvernement ». Nous voulons, en gros, négocier texte par texte. En gros, il y a 3 secrétaires nationaux au PS, il y a Jouvet, Valo et Faure, si je dis pas de bêtises. En tout cas, les 3 ont des fonctions, alors lesquelles. Donc l'idée, me semble que l'idée... Alors du coup, faut savoir que la droite, ça les rend tarés. La droite, ils sont contre qu'on se refuse d'utiliser le 49.3. Ils sont contre la proportionnelle, au passage, que François Bayrou a l'air de vouloir donner au RN. L'idée, alors moi je ne sais pas si elle est la bonne, mais bon, je peux vous donner ce que ça donne en termes de stratégie. L'idée, clairement, que ce soit pour tout le NFP non LFI, c'est de dire, si on négocie texte par texte et qu'aucun 49.3 n'est possible, le budget, tel qu'il avait été amendé par le NFP et gauchisé à fond, bah ça passerait. Ça serait obligé de passer par nécessité, parce que ou alors le centre serait obligé de voter contre son propre budget. Comme on est majoritaire à l'Assemblée, on peut les avoir sur un certain nombre de textes, surtout si ils ont décidé de faire l'embargo et RN, une partie du centre, comme ce que Macron avait l'air de dire. Alors, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passerait? On n'en sait rien, ça c'est évident. C'est a priori la carte qu'ils essayent de jouer, pour obtenir quoi que ce soit, quelque conquête que ce soit, pour le peuple de gauche, en disant ensuite
Vous voyez, LFI avec leur stratégie de bordélisation, ils veulent rien siéger, rien voter, rien machin, nous casser les couilles, bah ils obtiennent rien, nous on a obtenu. Moi je pense qu'il y a une autre chose qui joue, c'est que peut-être un peu plus psychologique et peut-être un peu moins évident, je pense qu'une partie du PS a très envie de jouer la carte de la respectabilité aussi parce que beaucoup d'élus du PS, contrairement aux élus de LFI, sont élus en zone rurale. Ça peut paraître très anodin, mais il faut savoir qu'il y a une 60aine de permanences qui ont été vandalisées par les JA, la FNSEA, alors pas vraiment la FNSEA, mais des gens qui se pensent proches de la FNSEA, etc. Donc en gros les agriculteurs de droite et d'extrême droite, ou les territoires ruraux, qui ont vandalisé des permanences, et parmi une bonne partie de ces permanences, on va trouver des permanences socialistes ou écolos. Par exemple, celle de Vallaud et celle de Hollande ont été vandalisées. Celle d'Hervieux aussi, d'Europe Écologie Les Verts, il y en a quelques-unes du RN aussi. Là où LFI, par exemple, ne connaît pas ce phénomène, n'a pas ce problème, on va dire. Et donc il y a une pression en circonscription sur les élus du PS à aller à la discussion et à ne surtout pas jouer le bras de fer en s'emportant la porte-pièce, etc. Ils doivent au moins montrer qu'ils y mettent du leur, quoi. Ça joue beaucoup, c'est pas vraiment été abordé, mais je pense que le lien n'est pas incongru de ma part entre ces deux éléments, entre le fait que pas mal de permanences ont été dégradées suite à la motion de censure et que le PS est dans cette position-là, puisque dans le NFP, ce sont ceux qui sont le plus impactés. En tout cas, ça impacte notamment Vallaud et Hollande, qui sont quand même qui l'ont voilà. Donc, nous allons passer au second acte. Donc là, je vous ai parlé de la stratégie du PS. Second acte, la destitution d'Emmanuel Macron est-elle possible? Est-elle souhaitable? Et la France Insoumise, qui a du coup une toute autre stratégie, a-t-elle vraiment raison d'y croire en se disant nous on censure a priori, aucune concession pour les macronistes, on n'obtiendra rien du tout d'eux, donc arrêtons de perdre du temps, ça fait juste perdre vraiment espoir à tout le monde, ça embête tout le monde, plus vite on arrivera à faire comprendre à Emmanuel Macron que le pays est totalement bloqué, plus vite on arrivera à faire comprendre à tout le monde, et ils nourrissent la rhétorique que le message est en train de prendre, notamment auprès d'une partie des LR, que c'est la seule possibilité, que c'est la seule clé de la sortie de crise, c'est la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron. L'un dans l'autre, Emmanuel Macron doit partir avant 2027, et de ce que j'ai lu, Mélenchon a l'air d'être assez convaincu que, quoi qu'il arrive, c'est de toute façon ce qui va se passer d'une manière ou d'une autre. Emmanuel Macron va être obligé de partir. Alors ça, bien sûr, c'est une rhétorique qui a quand même été l'un des points de rupture dans le NFP, puisque, vous savez, chacun dénonce toujours ce que l'autre a comme prise d'initiative en disant c'est la fin du NFP. Vous savez, si Faure part tout seul discuter avec machin, vous avez Mélenchon qui vous dit c'est la fin du NFP. Il se trouve aussi que quand Coquerel est monté à la tribune pour demander la décision d'Emmanuel Macron et dire sous-entendre que de toute façon ils allaient partir là-dessus et qu'ils allaient pas en démordre, le PS, ils sont pas du tout suivis et ils disent bon, ça c'est pas le NFP. Donc on se retrouve dans une situation où la France Insoumise se retrouve à défendre ça envers et contre tous. En tout cas, Raphaël Glucksmann, qui lui est dans les starting blocks, vous le savez aussi, même s'il a perdu un peu de sa superbe, il commence même à ne plus être sondé dans les sondages pour les présidentielles, donc je pense que voilà, il essaie de maintenir la tête hors de l'eau pour nous rappeler régulièrement qu'il existe encore et qu'il ne faut pas l'oublier. A lancé ce narratif qui est pour moi a toutes les chances de prendre, puisque c'est basé sur la vérité. La seule obsession de la France Insoumise, c'est que Jean-Luc Mélenchon soit candidat, puis soit élu président de la République en 2027. Tout le reste n'a aucune importance, tout est orienté vers ça, c'est fatigant, ça nous fait perdre du temps à tous. Alors là, je vous rajoute les phrases de ce que peuvent en dire d'autres, et c'est fatigant. Jean-Luc Mélenchon, lui, a répondu à Redon que lui n'avait aucune intention obsessionnelle d'aller se casser la tête à faire ce boulot. Donc ça, c'était lundi. Moi, je n'en crois absolument pas un mot, puisque ce discours-là, moi, vous savez, je l'entends depuis 2012, donc je sais bien qu'il a envie d'y aller. Et d'ailleurs, vous le saurez, donc là, c'est dans 20 minutes, on nous dit d'ailleurs que le meeting a des allures de campagne, a des allures de lancement de campagne. C'est vrai. La France Insoumise se prépare activement, notamment à aller déjà chercher les 500 signatures pour le parrainage. Alors j'apprends ça dans cet article-là. Manuel Bompard nous disait, toujours sur BFM mercredi, là si vous regardiez Bompard sur BFM mercredi, que de toute façon, s'il doit avoir une élection présidentielle dans les prochains mois, le meilleur candidat à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a aucune raison que ce soit quelqu'un d'autre que lui qui y aille. Donc c'est très risqué ce scénario, mais l'idée en fait, elle est très très simple. En gros, le Parti Socialiste n'a pas eu son congrès, l'équilibre y est très fragile. Glucksmann, qui pour certains était pressenti candidat, a perdu en hype et en marge de manœuvre, mais il se pense toujours dans la partie. Donc, allez savoir qui vous envoyez entre Glucksmann, Faure, Hollande, Vallaud, j'en sais rien, machin. C'est compliqué. Donc, en gros, le PS, il est déjà hors jeu si on part maintenant.
Europe Écologie Les Verts, ils sont pas très en forme, mais en principe, ils doivent avoir des primaires, blablabla, les consultations, les machins, allez hop, ça dégage, c'est hors jeu. Au PCF, idem, hein, normalement, consultation, en plus, certains commencent à remettre quand même sérieusement Fabien Roussel en question, on a quelques autres profils qui montent, j'ai vu des tweets, par exemple, qui se demandent pourquoi ce serait pas Yann Brossa le prochain secrétaire national. Allez hop, probablement que cela, c'est pas vraiment un problème. Donc, comme la France Insoumise est déjà prête, aura peut-être déjà ses signatures, qu'ils ont déjà tout prévu et qui sont dans les starting blocks, que Jean-Luc Mélenchon, il a déjà le programme, qu'il est en forme, qu'il a commencé les meetings, c'est le seul, voilà, à prendre le lead de la gauche, c'est le seul qui peut, donc tout le monde se ralliera à lui. Ça, moi déjà, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise, parce que miser sur la désunion de la gauche, même quand on est de gauche, en se disant ça nous fera une épine de moins dans le pied, c'est quand même ce que se disait Macron pour les législatives. Vous faites comment s'il y a une candidature unique de la gauche, du NFP hors LFI face à LFI? Comment vous faites si vous avez une candidature unique ELV, PCF, PCF? Vous faites comment? Admettons, LFI prend le lead de la gauche, d'accord. Côté macroniste, c'est la merde, hein, des unions, vous avez Macron qui coupe les têtes, mais elles se battent quand même, vous avez du Attal, du Darmanin, vous avez du Philippe, vous avez Retailleau qui essaye de tirer du côté de LR, Wauquiez éventuellement, la droite à peu près hors jeu, ou en miettes, dans aucun monde ils se font élire, peut-être même Bayrou maintenant. Donc, l'idée, elle est très simple, c'est que, tel que c'est théorisé par l'équipe de campagne ou l'équipe de communication de la France Insoumise, on va dire l'équipe de stratégie de la France Insoumise, c'est que, quoi qu'il advienne, on finira par avoir un Mélenchon-Le Pen au second tour. Bon, c'est sûr, c'est certain, c'est plié d'avance cette histoire, ce sera le second tour, ce sera ça. Et puis, avec cette idée de toute façon, nous les sondages, on n'y croit pas, les pronostics, on les déjoue, quoi qu'il arrive, voilà, on a fait 22%, tout le monde disait qu'on en ferait moitié moins, c'est absolument faux. Donc du coup, pas bête, Le Figaro et Sud Radio ont commandé un sondage pour le lendemain de la motion de censure, pour savoir s'il devait avoir une élection présidentielle ce week-end, dimanche, qui aurait le plus de chances de se qualifier au second tour. Et on va parler de ce sondage IFOP, parce qu'on parle souvent des sondages IFOP ici, donc ça permet d'avoir un suivi aussi, ça permet de voir une évolution. Donc si dimanche prochain se déroulait le premier tour d'élection présidentielle, pour lequel les candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez, alors il y a 4 hypothèses majoritaires qui sont étudiées, Philippe Attal pour l'extrême Bardella et François Hollande. Et ce qu'on peut noter, et moi ça m'a vraiment surpris, c'est que François Hollande est a priori la principale menace pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi pour Le Pen, et on le verra en fait pour une partie de la droite. Alors Le Pen surclasse évidemment tout le monde, alors il y a des marges d'erreur pour ce genre de sondage, bien sûr, mais quand on se retrouve avec du 38% Marine Le Pen, marge d'erreur ou pas, on a quand même des chances de s'inquiéter, je pense, et quand on se retrouve avec un Jean-Luc Mélenchon à 12% vraiment les bras levés tout en l'air en essayant, voilà, on a aussi toutes les chances de s'inquiéter. Donc Marine Le Pen, elle profite de ouf de la séquence, ça me paraît évident. Hein, bien sûr. Alors après, il y a évidemment, alors le PDF où elle est téléchargée, il est super long, il y a tout un truc, plein de chiffres et machin, etc. Il faut savoir que du coup, voilà, il y a quand même un suivi de qui était fondé à combien, pour quelle élection. Et donc on se retrouve avec un Jean-Luc Mélenchon qui effectivement était plutôt en descente, puis il est remonté grâce à Barnier, quand même, notons-le. Mais après, en fait, Jean-Luc Mélenchon, vous constaterez qu'en fait, les seuls points qu'il récupère, c'est sur la gauche, en fait. Jean-Luc Mélenchon n'a grandi à aucun moment son socle, c'est un vase communicant qui est avec le reste de la gauche, et le reste de la gauche, c'est le Parti communiste, et le NPA, éventuellement. Le PS, c'est en fait assez peu impacté. Marine Tondelier, encore pareil, Marine Tondelier, elle reste de manière stable. Par contre, Marine Le Pen, elle est sur une pente plutôt ascendante, malgré le barrage qui lui a fait face, et d'ailleurs, en fait, elle en profite même peut-être un peu, parce que Marine Le Pen joue sur le regardez, tout le système s'est ligué contre moi, et pour quel résultat? Le pays est bloqué, bravo. Alors qu'on aurait pu sauver le pays. Bon, alors, évidemment, c'est de la merde ce qu'elle raconte, mais peu importe. J'ai regardé les catégories sociales aussi. Et Jean-Luc Mélenchon perd, alors c'est pas extrêmement significatif, mais quand même, si on compare au sondage précédent, encore du poids électoral chez les ouvriers et chez les employés. Respectivement, 5% des employés et 15% des ouvriers disent qu'ils voteraient Jean-Luc Mélenchon au premier tour si jamais l'élection avait lieu ce week-end. 5% des retraités, c'est ridiculement bas. Là où par contre Europe Écologie Les Verts, ils sont très mauvais sur les ouvriers, mais ils ont un score sur les employés qui est délirant. Moi, ce qui m'a beaucoup plus surpris surtout, Jean-Luc Mélenchon fait des bons scores chez les cadres chez les petits patrons, chez les cadres et dirigeants d'entreprise. Europe Écologie Les Verts, eux, ils font tabac chez les artisans et les commerçants. Incroyable. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, il y a les histoires de report, de qui a voté qui, voterait qui, machin. Jean-Luc Mélenchon, en fait, il fédère
très peu en dehors de LFI actuellement. Par exemple, c'est seulement 12% des électeurs de Glucksmann des européennes qui se reporteraient sur Jean-Luc Mélenchon dans un scénario à 4 sans Glucksmann. Donc on aurait 12% qui iraient à Mélenchon, 16 au PCF, 28 au PS, donc à Olivier Faure dans ce cas-là, 14 Europe Écologie Les Verts, et c'est quasiment un quart des électeurs de Glucksmann qui partiraient chez Macron, enfin ou chez le successeur de Macron, en l'occurrence Attal ou Philippe. Si on regarde chez les gens qui se déclarent ni de droite ni de gauche ou apolitique, Jean-Luc Mélenchon ne séduit que 12% de ces gens-là, donc les gens qui disent ne pas s'intéresser à la politique, contre 30% pour Olivier Faure par exemple, ce qui a plutôt une bonne cote de sympathie chez les gens qui ne s'y intéressent pas trop. Et parmi les électeurs du NFP, Jean-Luc Mélenchon, si l'élection devait avoir lieu dimanche, selon ce sondage, il ne récupérerait que 42% de la base électorale du NFP. Il lui faut plus pour ne serait-ce qu'être sûr d'être au second tour. Quand on regarde la remobilisation des électeurs du centre droit, enfin des macronistes en gros, par un successeur du macronisme, c'est beaucoup plus haut, même s'il y a des non-concurrents. Donc si on regarde dans le détail aussi du côté de Marine Le Pen, elle gagne du terrain chez les ouvriers. Encore. Bon, c'est pas très significatif, mais elle est quand même à 56% des ouvriers de ce pays et 49% des employés de ce pays qui disent que si l'élection avait lieu dimanche, ils voteraient Marine Le Pen. Bon, elle sous-performe chez les cadres et dirigeants d'entreprise, ça m'a surpris, puisque Bardella, par exemple, est tenant d'une ligne très libérale, très défense des petits patrons, un peu bougédiste, etc. Et pourtant, elle sous-performe de très loin sur cette catégorie. Et surtout, Marine Le Pen, elle peut capitaliser sur un truc, c'est qu'elle peut capitaliser sur l'effondrement des LR. Elle récupérait 12% du vote des LR des législatives, aucun du NFP a priori. Mais par contre, elle grignoterait des gens qui ont voté respectivement Aubry, Glucksmann et Toussaint. Jusqu'à 7% des gens qui ont voté Toussaint voteraient Marine Le Pen la dimanche, il fallait. C'est le plus gros taux de transfert d'un parti vers un autre. C'est Europe Écologie Les Verts vers le RN, ça peut surprendre, mais bon. Et surtout, Marine Le Pen, c'est surtout le chiffre le plus important, Marine Le Pen prendrait 44% du vote des gens se déclarant apolitiques ou ni de gauche ni de droite. Ça, c'est quasiment, on n'est pas loin de quasiment une personne sur deux dans cette catégorie. Donc, ensuite, voilà, donc dans ces différentes hypothèses, bon, j'ai pas non plus tout poncé en détail. Ce que par contre on peut noter, c'est que si demain c'est François Hollande qui est candidat du Parti Socialiste pour Jean-Luc Mélenchon, une mauvaise nouvelle. Il perd encore plus de retraités et d'ouvriers qui se reporteraient sur François Hollande. Rien de très significatif, mais quand même. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen, puisqu'une partie des gens, des ouvriers qui votent Marine Le Pen, voteraient François Hollande si c'était François Hollande, candidat du PS à la place d'Olivier Faure. François Hollande, je vais vous dire ce truc qui m'a l'air délirant, mais aujourd'hui, alors évidemment le paysage politique va rapidement changer et une campagne peut tout changer, mais aujourd'hui, François Hollande est en bonne place pour mener le PS. Il bénéficie d'un effet sympathie et nostalgie et en plus expérience de l'État qui le met en bonne position. Ce serait pas pour une politique de gauche, hein, non c'est sûr. Mais je le comprends en cela que, vous savez, mon père qui s'est battu pendant 5 ans contre François Hollande regrette aujourd'hui François Hollande et m'a dit, pas plus tard qu'il y a quelques mois, n'empêche François Hollande, c'était pas si pire. Et je lui disais, mais attends, souviens-toi de la réforme des retraites et la loi du travail. Il m'a dit oui, enfin bon, ça va, c'était pas non plus en mode d'accord, bon bah François Hollande lui a fait 3 sourires, on est 5 ans plus tard, il a tout oublié, maintenant il aime bien François Hollande, j'ai envie de me jeter sous le bus quand j'entends ça, mon père était encore actif à cette époque-là, mon père faisait encore les grèves et encore les manifestations, ça il a tout oublié, c'est parti dans le trou de la mémoire collective. Donc j'ai été revoir quand même au global ce qu'on peut en retenir. Bon, la seule dynamique mesurée et confirmée aux législatives, c'est le RN. Là, en cas de destitution, en cas d'élection, le seul parti qui est encore en dynamique aujourd'hui dans ce pays, c'est le Rassemblement National. On peut trouver ça dégueulasse, on peut trouver ça délirant, on peut trouver ça injuste, on peut trouver que ce sont des fraudes, que c'est tout ce que vous voulez, mais le fait est que le Rassemblement National, dans l'opinion publique, dans les sondages qui se basent sur des échantillons qui sont les mêmes, avec la même méthodologie et qui sont répétés, qui sont suivis, le Rassemblement National est donné en dynamique. Voilà. LFI, non. LFI, pas du tout. Plutôt mauvais score aux européennes, en très grande stagnation actuellement, avec un peu du vase communicant, ci et là, notamment avec le Parti communiste. Ils ne prennent rien au PS. L'idée que Jean-Luc Mélenchon pourrait prendre le lead, s'imposer naturellement comme le candidat de la gauche unique et ramener toutes les voix du PS, par exemple, me paraît profondément illusoire. Le seul truc qu'on peut retenir, et moi je pensais que ce serait le contraire, mais Le Pen s'en sortirait mieux que Bardella. Donc Bardella est plus un problème pour le RN que ne le serait une candidature Le Pen. Par contre, j'ai regardé tous les sondages qui ont été réalisés en cas d'hypothèse second tour de toute l'année 2024, et je vous le dis, dans tous les cas, dans tous les sondages qui ont été faits, que ce soit avec Le Pen ou Bardella, le RN l'emporte au second tour,
sauf si c'est Édouard Philippe face à Jordan Bardella. Mais c'est juste. Donc probablement que le RN pourrait perdre quand même face à un sursaut. Par contre, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, de tous les candidats qui puissent être face au RN, est celui qui fait le moins bon score, mais de très loin. Il ferait grand maximum 36% au second tour face à Marine Le Pen. Sur le dernier sondage qui a été réalisé, je crois, en avril. Bon, c'est vrai que c'est en avril, mais bon, pas beaucoup de chances que c'est bougé. Donc, si jamais il devait avoir une élection là, dans 2 mois, avec un duel Mélenchon-Le Pen, et c'est extrêmement hypothétique, puisque en réalité, vous l'avez compris, Mélenchon aurait de très bonnes chances de ne pas être au second tour. Mais s'il y arrivait par le plus grand des miracles, il aurait toutes les chances de perdre. Donc, est-ce que cette stratégie de la destitution est la bonne? Moi, aujourd'hui, j'y crois pas. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Je pense que, peut-être que je suis devenu un SOSDEM dans l'âme, mais je pense que on est bloqué jusqu'en 2027. Ça sert à rien de forcer dans cette direction-là, et qu'il faut peut-être tenter une démarche d'apaisement, j'en sais rien, de réhabilitation, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais là, actuellement, on patauge. Actuellement, on bouge plus, là, c'est du surplace. Si le pays est bloqué, LFI est bloqué aussi, actuellement. Quel Premier ministre? C'était la question après la défaite du vote sur le budget du gouvernement Barnier, la censure de Michel Barnier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Macron pressentait la censure allait être votée. En fait, Marine Le Pen avait déjà décidé depuis des semaines qu'elle allait voter la censure et qu'elle allait faire voter la censure, en laissant planer le doute, en demandant toujours plus à Barnier, et en voyant que Barnier se foutait à genoux et rampait, l'a poussé jusqu'au bout pour dire ensuite, et vraiment avec la plus grande des mauvaises foi, que ce gouvernement ne lui avait rien donné et il avait méprisé les Français. Donc, du coup, elle voulait le voir sombrer. Bon, en parallèle, du coup, comme je vous le disais, Macron pressentait déjà le Cornu, qui avait rencontré Marine Le Pen, en secret, soi-disant. Bon, tout le monde a fini par le savoir, donc un secret assez mal gardé. Puis il a annoncé qu'il nommerait quelqu'un dans les 24 heures. Il a pris la parole à la télé pour finalement nous parler de tout sauf de Premier ministre qu'il pourrait nommer, mais de Notre-Dame, évidemment, puisqu'il pensait que ça allait lui redonner du prestige, évidemment. Cocorico, voilà, il a eu sa belle soirée avec Trump, la famille Bourbon-Sicile, le machin, la dynastie de trucs, voilà, il a eu sa belle soirée royale. Il était content, il pensait qu'on était content pour lui et que c'était vraiment super important pour nous. Je pense que c'est pas tout à fait le moment et la séquence. Et puis après, du coup, on a attendu 48 heures. Et puis après, il a dit ce sera jeudi soir, puis ce sera vendredi matin. Et puis ce matin, apparemment, il aurait appelé François Bayrou à 5h du matin, ouais, pour lui dire c'est pas toi, mon gars. Désolé. Ça fait 3 fois que je te fais le coup depuis que je suis élu. T'as été ministre qu'un mois, ministre de la Justice, que pendant 1 mois tout au début. Merci, mon pote, mais c'est pas toi. Et puis, François Bayrou est venu à l'Elysée, ils se sont entretenus pendant 1h45. Entre-temps, on nous disait c'est sûr, c'est l'escure. Voilà, ça rime en plus. Et puis c'est François Bayrou qu'on nous dit midi et demi, là. Alors là, attendez, j'ai loupé un épisode où... Alors on nous dit oui, mais François Bayrou, c'est un proche de Marc Fesneau, qui est lui-même un proche de la FNSEA, ça va calmer les agriculteurs, et puis ça rassure les macronistes, et puis ça rassure von der Leyen de l'Europe, et puis ça rassure machin, et puis peut-être ça rassure la droite, et puis peut-être ça rassure... Bon, surtout, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait, François Bayrou, surtout? Comment est-ce qu'il a fait? Alors a priori, ce qu'il a fait, c'est simple. L'échange d'1h45 aurait été, selon les sources proches et témoins, très tendu. François Bayrou, il aurait peut-être un peu menacé Emmanuel Macron de le lâcher, que le MoDem lâche le groupe, enfin le reste de la majorité présidentielle, et qu'il se retrouve cul nu pour faire passer quel texte que ce soit. Qu'il a dû menacer de faire péter la majorité, enfin la majorité, ce qui n'est plus la majorité du coup. En plus, Bayrou, il attend ça depuis une vie. Il a 73 ans, il est dans les starting blocks. On l'a vu tout souriant, super refait. Et il y avait quelqu'un tout à l'heure sur France Info qui disait « Vous remarquerez que dans le discours de François Bayrou ne remercie à aucun moment Emmanuel Macron de l'avoir nommé Premier ministre. » Et c'est vrai, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Lui, il croit qu'il est là et que c'est bon et qu'il va réussir. Alors, on rappelle aussi qu'il a parrainé Marine Le Pen, qu'il est pour la proportionnelle comme le RN, donc peut-être qu'il va réussir à tenir le RN, mais en même temps, peut-être taxe sur le super profit pour calmer la gauche. Alors, du coup, il va appeler tout le monde à la maison et puis il va demander à tout le monde alors, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, mon pote? Est-ce qu'on peut s'entendre? Donc, vous avez le NFP hors LFI qui a déjà annoncé, parce que les LFI ont dit qu'ils censureraient direct. Et l'autre reste du NFP, ils ont dit qu'ils censureraient si 49.3, si probablement pas d'engagement sur la réforme des retraites, si Bruno Retailleau, si loi immigration, etc. Le RN dit non, on censurera si rien sur l'immigration, la droite aussi. Il a l'air quand même dans de beaux draps.
de Baudras. Surtout que je vais vous rappeler quand même que il est encore mis en examen. Il a été relaxé au bénéfice du doute là en février dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Mais le parquet le poursuit en appel, a fait appel de la décision du jugement parce qu'il considère qu'il a vraiment joué un rôle. Et il va peut-être se retrouver encore dans la panade. Rien n'est fini. Rien n'est fini du côté de Bayrou. La question, c'est combien de temps est-ce qu'il va durer?